Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, crue du fleuve Sénégal, les cotes d'alerte sont dépassées sur toutes les stations de la vallée. La situation reste critique, le quotidien des populations est en supplice sans fin. La situation est particulièrement pénible dans le département de Bakel. Nous ferons le point dès le début de cette édition. Dans l'actualité également, une équipe du Fonds monétaire international à Dakar pour évaluer les implications des révisions des données issues du rapport de l'IGE. Durant le processus de certification des conclusions de l'IGF par la Cour des comptes, le personnel du FMI continuera à travailler en étroite collaboration avec les autorités dans les semaines à venir pour évaluer l'impact macroéconomique et définir les prochaines étapes. À la une également, la journée mondiale de l'alimentation sous le thème « Droit à l'alimentation pour une vie et un avenir meilleur ». Zoom sur la street food, la cuisine de rue sénégalaise, savoureuse mais surtout pratique pour nombre de Sénégalais qui n'ont pas le temps de jouer les cordons bleus à la maison. Reportage à suivre. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Elles ne sont pas au bout de leur peine. Les populations sinistrées, victimes des inondations fluviales. Depuis le début du phénomène naturel, leur quotidien est un supplice sans fin. Modéry, Diawara, Yafera, rares sont les zones épargnées dans le département de Bakel. Les déplacements se font désormais en pirogue, en témoignent ces images impressionnantes dans la commune de Balou. C'est un témoignage de Ibrahima Kamara de la chaîne Djahali TV. Nous ne sommes pas au milieu du fleuve, mais nous sommes au milieu d'un village. Toutes les localités situées dans la commune de Balou sont dans ce même décor. On ne peut pas joindre d'un quartier à l'autre ou d'un village à l'autre sans pour autant emprunter une pirogue. Ce sont les pirogues qui sont devenues des moyens de transport dans la commune de Balou. Cette même commune est coupée du monde car il n'y a pas d'eau ni d'électricité, encore moins de réseaux téléphoniques ou d'accès à Internet. Ces populations sont dans le désarroi total. Une bonne partie des populations de Yafera ont quitté le village pour se rendre un peu plus loin dans la brousse, dans un point culminant, afin d'échapper à la furie des eaux du fleuve Sénégal qui continue d'avancer. Un enfant s'était noyé il y a de cela 2 jours. Heureusement, il a été sauvé par les populations. À l'heure où on parle, il est pris en charge par le personnel médical de Yafera. Cette même localité qui est Yafera, non loin de là, à 10 km, Balou, qui est un autre village, chef-lieu de la commune. Dans le village de Balou, on a enregistré un décès dans cette localité. Cette personne qui est décédée est toujours entre les mains de ses parents. Ils ne savent pas comment l'enterrer car les cimetières sont aussi remplis d'eau. Et il est impossible d'évacuer des personnes à partir de ces localités. L'eau s'étend à perte de vue. On ne peut circuler qu'à bord d'une pirogue. Il n'y a pas d'électricité. La morgue n'est pas du tout praticable. Le corps est entre les mains de ses proches et ils ne savent pas comment s'en tenir. La diaspora s'est mobilisée, ils ont envoyé des moyens pour acheter des vivres et le peu de moyens afin de permettre à leurs proches de pouvoir survivre. Par ailleurs, la situation est encore alarmante car la direction de Manantali a annoncé encore à partir d'un communiqué qu'ils vont encore effectuer des lâchers d'eau, ce qui va encore provoquer la montée de la crue. Ce qui inquiète de plus en plus les populations du département de Bakel, notamment la commune de Balou, dans le Goy inférieur, dans le Goy supérieur. Merci beaucoup Ibrahima. Samba Yali Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes le porte-parole du collectif des chefs de village du département de Bakel. Au-delà des images impressionnantes que nous venons de voir, qu'est-ce que vous avez comme écho de la situation là-bas ? Alors, merci beaucoup, Chérif. Je voudrais d'abord remercier la direction générale de TFM et enfin, tous les employés. Et remercier Agitas, l'association des journalistes soniqués, animateurs soniqués, qui ont couvert l'événement. Ce sont eux qui ont envoyé leur équipe couvrir sur place, qui nous permet d'avoir ces images-là. Oui. Je voudrais donc témoigner, donner ma solidarité et l'émotion que nous avons à voir ces images, savoir que nos compatriotes sont dans l'eau et qu'aujourd'hui, ils ne savent pas comment ils vont dormir, ils ne savent pas où ils vont dormir. Et ça nous fend le cœur. Oui. Bon, donc nous sommes là pour effectivement alerter les autorités.
Parce que comme d'habitude, il disait tout à l'heure dans son reportage que la diaspora s'est mobilisée pour amener de l'argent, pour s'occuper des sinistrés. C'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que c'est vrai, dans nos localités, c'est nous qui faisons tout, pratiquement tout. Les écoles, les centres de santé, les postes, même des postes de gendarmerie. Les populations cotisent pour le faire. Oui. Alors quand il y a des événements comme ça, je pense que c'est l'État qui doit être auprès des populations. Alors, il y a eu une délégation interministérielle qui s'est rendue sur place, dirigée par le ministre de l'Intérieur et aussi la ministre des Solidarités, qui a visité Bakel, Matam, mais aussi Kédougou, des zones qui sont impactées. Alors, les informations que j'ai à mon niveau, ils sont effectivement partis lundi à Bakel. Oui. Quand ils sont arrivés à Bakel, parce que c'est vrai que c'est le Goy supérieur qui est plus impacté, c'est tout ce qui est Balou, Arundu, Yafera, Golmi et Kongani. Ils sont plus occupés que l'autre côté. Oui. Alors, quand ils sont arrivés, ils ont pris les pirogues pour aller vers Balou. Oui. Finalement, ils n'ont pas pu arriver à Balou, ils sont arrivés à Yafera. Oui. À Yafera, ils sont montés sur une maison à étage pour voir un peu l'ampleur. Ils ont vu qu'effectivement, il y avait de l'eau partout. Oui. Alors, ils sont partis, ils n'ont pas vu les chefs de ville, enfin, ils n'ont vu personne. Oui. Ils n'ont pas vu les populations, ils n'ont pas vu le chef de village. Après les échos que j'ai. Le plan de contingence n'est pas en train d'être déroulé parce que ça, c'était les constatations. Ça, c'est les constatations. Le MAC dit donc, après, ils sont allés à Rundu et à Rundu aussi, ils n'ont pas vu le chef de village. Oui. Maintenant, ils sont rentrés. Donc, on pensait effectivement avoir un plan de riposte et que ce plan de riposte soit porté à la connaissance des populations. Oui. Même si déjà ils n'ont pas le secours tout de suite, mais ils savent que ça va venir. Oui. Mais nous, le plan de secours, quelqu'un vient me l'envoyer tout de suite. Oui. Sur mon portable, après des missions Wolof, quelqu'un vient m'envoyer en me disant qu'on a le plan de secours qui sont prévus. Absolument. Amener des tentes, créer des tentes, amener de la nourriture, amener de l'eau également, parce que c'est important. Bon, c'est prévu, mais jusqu'à maintenant, c'est pas mis en place. Parce que vous savez, chaque minute dans cette situation-là, c'est un supplice, comme on venait de le dire. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. Donc il faut que l'État fasse vite, parce que les populations sont dans le désarroi, et on ne peut pas les laisser dans cette situation comme ça. Et ce n'est pas fini, hélas, puisque ce mercredi, les cotes d'alerte sont dépassées sur toutes les stations de la vallée. La situation donc reste critique. L'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal maintient d'ailleurs la vigilance orange. On va suivre le reportage de Alassane Diop. Plusieurs jours déjà que les habitants du Bakel ont les pieds dans l'eau, une situation de plus en plus critique. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal donne les causes de ces fortes inondations. Cet hivernage 2024 est marqué quand même par une pluviométrie très importante au niveau du bassin du fleuve Sénégal, donc à savoir surtout sur le haut bassin, donc c'est-à-dire de Bakel partant vers le Mali et surtout la Guinée. Donc ces fortes précipitations donc, ont engendré vraiment un écoulement très important sur nos différents cours d'eau, à savoir le Bakoy, la Falémé et le Bafing. Les lâchers d'eau n'ont pas accentué donc, les débordements. Donc la grande quantité d'eau qui est venue donc, au niveau de Bakel et des environs, c'est des autres affluents qu'on appelle des affluents non contrôlés. Des chiffres rarement atteints, les inondations de cette année ont dépassé à 3 fois le niveau d'alerte dans cette zone. C'est des pluies exceptionnelles vraiment qui se sont manifestées donc, sur la partie du haut bassin. La cote d'alerte de Bakel a été atteinte au mois d'août, pratiquement vers le 25 août. Et aussi, une deuxième fois, elle a été atteinte aussi vers le 15 septembre. Et là, on est sur une troisième fois où la cote d'alerte a été atteinte, donc pour une troisième fois, et même dépassée. L'organisation, qui a plusieurs fois alerté sur la situation, continue de sensibiliser les populations. On avait anticipé d'ailleurs, même l'OMVS avait anticipé en faisant vraiment une sensibilisation donc, à travers donc, les États. Et cette sensibilisation l'a fait au niveau de Caille, où on a rassemblé les acteurs donc, du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali évidemment. Et aussi on l'a fait sur la partie guinéenne, au niveau de Mamou. Donc comme vous le voyez, donc, vraiment on a pris les devants pour sensibiliser davantage les populations sur les risques qui peuvent être encourus sur ces inondations. Une situation toujours en alerte alors que des pluies sont annoncées dans les prochaines heures. La situation qui reste donc compliquée, 8,74 mètres à la station de Matam ce matin. Et on ne peut pas encore parler malheureusement de décrue du fait des lâchers d'eau du barrage de Manantali. Et là-bas à Matam, 1030 ménages sont déclarés sinistrés. Est-ce qu'au niveau de Bakel, vous avez des chiffres similaires ou pas?
Je n'ai pas de chiffres similaires pour l'instant. Parce que vous savez, comme je dis aujourd'hui, la préoccupation c'est de sortir les gens, de les installer par-ci par-là. Donc aujourd'hui, on n'a pas fait encore le recensement du nombre de familles qui sont effectivement impactées, le nombre de familles, éventuellement le nombre de personnes. Voilà, mais ça va se faire. Il y a des gens qui sont sur le terrain pour le faire. Peut-être que dans les jours d'ici demain, après le monde, il y a plus de précision. Vous recevez des témoignages. Quels sont les besoins primaires dans ce genre de situation? C'est d'abord trouver des abris aux gens. Trouver des abris aux gens parce que leurs maisons ne peuvent pas rester dans leur maison. Alors comme c'est la période des pluies aussi, si on fait des tentes quelque part quand il pleut, bon, il y a toujours effectivement un bémol. Maintenant, il faut qu'on trouve des abris, il faut qu'on mette effectivement un service de soins, parce qu'aujourd'hui les centres de santé sont inondés aussi, les services de soins, il faut qu'on leur donne des vivres, n'est-ce pas? Et qu'éventuellement des groupes électrogènes pour que les camps soient éclairés. Tout à fait. Parce que sinon, pendant l'hivernage, quand on est en pleine brousse, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout ça, il y a tous les dangers qui sont autour. Donc c'est ce que nous attendons de l'État aujourd'hui, que vraiment que ça soit, leur action soit concrète et immédiate. Voilà. En tout cas, l'affaire est extrêmement grave et malheureusement, quand l'eau monte, tout remonte en même temps. C'est important de faire attention quand même. Oui, c'est ça. Oui, pour des raisons de sécurité. On ne va pas apeurer la population, mais c'est important d'alerter les autorités sur la gravité. Sur la gravité, effectivement. Parce que quand l'eau monte, effectivement, tout ce qui est dans l'eau, ça peut éventuellement suivre le courant. Voilà, donc il faut qu'on fasse attention. Oui. Alors, le sujet, en tout cas, a été abordé lors du Conseil des ministres. Le président de la République est largement revenu sur l'assistance de l'État aux populations sinistrées par les crues des fleuves Sénégal, Gambie et leur affluents et sur la nécessité d'actualiser les plans de prévention et de résilience contre les risques de catastrophes naturelles. Il a exprimé la compassion de la nation aux populations sinistrées et a demandé au gouvernement d'intensifier la mise en œuvre du plan d'urgence, de riposte et de secours, ainsi que la préservation des cultures, du bétail et des différentes activités économiques des zones touchées au regard des dégâts importants constatés et des risques de récurrence du phénomène lié au changement climatique. Le chef de l'État a indiqué au gouvernement la nécessité d'actualiser les dispositifs nationaux de protection civile adaptés. À ce titre, il a relevé l'urgence d'intégrer le principe directeur de la prévention des risques par un suivi systématique de la situation hydrologique nationale en relation étroite avec l'OMVS et l'EMVG, d'où la nécessité de concevoir des plans d'aménagement adaptés des localités établies le long des fleuves et de leurs affluents et de mettre en œuvre des plans de résilience pour endiguer les effets des crues sur les habitations et les activités économiques. Le président de la République, M. Diallo, se rendra les 18 et 19 octobre dans les régions de Kédougou pour notamment visiter les zones sinistrées le long de la Falémé et apporter la solidarité de la nation aux populations concernées. Que pensez-vous de ces décisions qui ont été annoncées lors du Conseil des ministres? Les décisions qui sont annoncées ici sont mises en œuvre, effectivement, c'est des solutions. C'est des solutions immédiates, mais je crois qu'à long terme, il faut qu'on prenne d'autres dispositions pour éviter ce genre de choses. Parce qu'il y a des solutions. Bon, l'OTAN ne permettra pas de développer ça, mais il faut qu'aussi le président il arrive à Bakel. Parce que moi j'entends parler de Kédougou, mais on parle plutôt de Bakel ici. Tout ce qu'on montre ici, c'est Bakel. C'est les villages de Bakel, du département. Bakel, donc, effectivement, qui est dans la région de Tambacounda. Voilà, s'il va à la région de Kédougou, mais ce serait aussi bien qu'il arrive à Bakel. Alors, voir la situation il y a 5 régions concernées, c'est Tambacounda, Saint-Louis, un tout petit peu, Matam également, et Kédougou, et Kolda aussi est touché. Donc effectivement... là, les images que nous voyons là, c'est le département de Bakel. C'est le département de Bakel, effectivement, c'est une zone particulièrement concernée. Merci beaucoup, Monsieur Samba Yali Diallo, et bon courage à toute la population de Bakel, et nous pensons à tous ces compatriotes qui vivent des moments difficiles actuellement dans les eaux. Et dans la zone de Matam, il y a les inondations donc pluviales qui ont dans la zone de Bakel, pardon, les inondations fluviales ont dévasté près de 90% des périmètres irrigués, emblavés par la SAED, la Société d'aménagement et d'exploitation des
sanitaire du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé. Là-bas, la SAED avait emblavé près de 508 hectares, dont 132 hectares de riz, maïs et sorgho. Un recensement exhaustif sera effectué, bien entendu, après le retrait des eaux, mais pour l'heure, les pertes sont estimées à près de 90%. C'est énorme. Le délégué de la SAED à Bakel, interrogé par l'agence presse sénégalaise APS, renseigne également que le réseau d'irrigation est fortement perturbé avec des digues de protection qui ont cédé. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette forte actualité qui touche les Sénégalais dans cette partie du pays. L'autre grand titre de cette édition, c'est la fin de la mission d'une équipe du Fonds monétaire international au Sénégal. Une équipe du Fonds a effectué une mission du 9 au 16 octobre. À l'issue de la visite, M. Gemayel a fait la déclaration suivante. Le personnel du FMI se félicite du rapport de l'IGF sur les finances publiques et de l'engagement du gouvernement en faveur d'une gouvernance solide et de la transparence. Durant le processus de certification des conclusions de l'IGF par la Cour des comptes, le personnel du FMI continuera à travailler en étroite collaboration avec les autorités dans les semaines à venir pour évaluer l'impact macroéconomique et définir les prochaines étapes, notamment l'évaluation d'éventuelles erreurs de déclaration dans les programmes passés en cours soutenus par le Fonds monétaire international, un communiqué diplomatique, on peut le dire ainsi. Dans l'actualité également, la journée mondiale de l'alimentation, et à cette occasion, on s'intéresse à la street food, la cuisine de rue sénégalaise, savoureuse, mais surtout pratique pour les Sénégalais qui n'ont pas le temps de jouer les cordons bleus à la maison. Voyons ce reportage signé Habib Faye. Impossible de marcher dans les artères de la banlieue sans apercevoir une gargote. Ici, Awa Faye est la gérante. Elle a embrassé le métier il y a de cela 22 ans. C'est un legs. J'ai hérité cette place de ma mère. Nous sommes des femmes leaders qui travaillent dur. Non loin d'elle se trouve la gargote de Fatmata. Cette femme est là depuis 10 ans. Le menu d'aujourd'hui est du riz au poisson et du soupe kanja. Le domoda est aussi très prisé en période d'hivernage. Nous cuisinons le tiep tous les jours. un travail qui n'est pas de tout repos. Nous sommes de braves femmes qui travaillent dur. Nous sommes des lionnes. Ce n'est pas un travail facile à faire, avec des réveils à l'aube et des descentes tardives. Quelquefois, quand on finit de vendre nos plats, on fait le ménage d'abord avant de rentrer à la maison. Ces lieux d'alimentation sont bien fréquentés. Impossible pour ces personnes de prendre tout leur repas quotidien chez eux. C'est révolu ça. Les gens n'ont plus ce temps. Ils préfèrent aller manger de bons plats bien préparés dans des restaurants avant de reprendre le travail. C'est plus simple. Semou Diouf vient de finir son plat. Il déclare: les gens ne cuisinent pas chez eux. Ils préfèrent aller au restaurant, même pour le petit déjeuner. On ne prépare plus rien à la maison. C'est moins cher que d'aller au marché. Avec 2500 francs, tout le monde est satisfait. Contrairement à Ismaïla, bol à la main, qui est prêt à déguster son plat du jour. On prend notre petit déjeuner et le déjeuner ici. Il n'y a que le dîner que nous prenons à la maison. Et des fois, on ne mange même pas la nuit. Quant au chauffeur, il ne compte pas perdre du temps à la maison. Il est donc préférable de manger dans la rue, disent-ils. Je n'ai pas le temps d'aller chez moi, mais là je me sens à la maison. J'ai tout ce que je souhaite ici. Je prends mon repas, je me réfléchis, puis je bois du thé. Je ne peux pas être à la maison à l'heure du repas, c'est impossible. Mon travail ne me le permet pas. En plus, il fait chaud, il y a la chaleur. À part les dimanches, je mange ici. Souvent, l'entente n'est pas au rendez-vous entre Fatmata et ses clients. Toutefois, elle a la stratégie de les garder.
C'est souvent la guerre entre mes clients et moi. On se chamaille beaucoup, mais ils reviennent toujours manger chez moi parce que j'ai appris à les connaître et à supporter leur humeur. Un de mes clients a donné mon nom à sa fille. Dans ces restaurants à bon marché, les vendeuses y voient leur compte. Je gagne bien ma vie grâce à ce travail. J'ai 3 employés, je paye mon loyer et la scolarité de mes enfants. Je ne me plains pas. Mais avant de prendre son repas à juste prix, la propreté est alors primordiale chez elle. C'est une gargote très propre et c'est ce que nous avons besoin, nos clients. On vend une nourriture saine et bien préparée. Une vie de famille, elles en ont. Quand je termine mon travail, je rentre directement chez moi pour m'occuper de ma famille. C'est devenu une routine. Je ne travaille pas les dimanches. Je préfère rester chez moi à côté de ma famille. Les autres jours, je fais en sorte de rentrer chez moi avant 18h. En cette journée mondiale de l'alimentation, beaucoup sont ceux qui aiment fréquenter les gargotes. Ici, la nourriture est moins coûteuse pour les repas quotidiens. Le droit à l'alimentation pour une vie meilleure et un avenir meilleur, c'est le thème de cette journée mondiale de l'alimentation, occasion saisie par la SICODEV pour parler des cantines scolaires. Amadou Kane, le directeur exécutif de SICODEV, exige une loi pour la cantinisation de toutes les écoles au Sénégal. Le voici avec Fatou Bintou Conté. Que le thème de cette année, pour une alimentation pour une vie meilleure et un avenir meilleur, cadré textuellement avec le sens de notre plaidoyer. Nous portons le plaidoyer pour qu'il y ait une généralisation de l'alimentation scolaire au Sénégal. Nous le faisons tout simplement parce que nous estimons qu'il faut une bonne alimentation des enfants pour qu'ils puissent s'adonner à l'apprentissage dans les écoles. Il faut une bonne alimentation des enfants pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure dans le futur. Ça ne pouvait mieux cadrer. Aujourd'hui, le défi, il est réel. La généralisation de cette alimentation scolaire. Seuls 24% des écoles et établissements dans ce pays sont couverts par des cantines scolaires. Nous estimons qu'il faut que le gouvernement puisse faire adopter par l'Assemblée nationale une loi qui dise de manière spécifique que le Sénégal a choisi et a bâti sa vision de développement autour d'un système éducatif où les enfants sont bien nourris, où l'alimentation est un intrant essentiel. Et on revient au Conseil des ministres sur la problématique du financement. Le président de la République a indiqué au gouvernement l'urgence d'une évaluation intégrale des dispositifs publics existants ainsi que la nécessité de promouvoir un cadre national robuste et souverain pour impulser le financement adéquat de l'économie. À ce titre, il a demandé au Premier ministre de tenir des concertations nationales sur le crédit et le financement de l'économie. Dans la même lancée, il a indiqué au Premier ministre la nécessité de présenter en Conseil des ministres un rapport trimestriel d'évaluation de la déclinaison sectorielle et temporelle de Sénégal Vision 2050 sur la période 2025-2029. Et restons toujours au chapitre économique. L'un est un économiste, l'autre est un enseignant-chercheur au Québec. Ils ont des regards différents justement sur le nouveau référentiel des pouvoirs publics. Reportage d'Issa Préra. Deux spécialistes de l'économie, deux regards différents sur le plan Sénégal Vision 2050. L'économiste Seydina Alioune Ndiaye exprime ses doutes sur ce qu'il estime être un manque d'audace du nouveau régime. Quand on regarde un peu la validation du document pluriannuel de dépenses du DPBF en Conseil des ministres le 12 juin dernier, il y a une certaine projection sur les budgets où à peu près on serait encore dans de l'endettement autour de 8 800 milliards avec 6 400 milliards qui seraient réservés au paiement de cette dette-là. Moi, je suis très dubitatif
sur ce petit manque de courage et d'audace économique. Pour moi, il y a d'autres solutions, il y a d'autres leviers qui peuvent être actionnés pour justement traduire ce courage politique-là d'avoir une ambition pour 25 ans pour la souveraineté en audace économique pour voir réellement quels sont les leviers d'action qu'il faut actionner pour mobiliser des recettes et surtout réduire les dépenses. Abdoulaye Seck, lui, pense que l'option prise par l'État pour financer l'économie est une approche innovante et constitue une rupture par rapport au plan Sénégal émergent. Sénégal, selon les prévisions, l'État du Sénégal va endosser les 12 800 milliards et le secteur privé va contribuer à hauteur de 5 600 milliards. Là déjà, nous trouvons une rupture comparé au plan Sénégal émergent, parce que dans les deux plans d'action prioritaires du plan Sénégal émergent, le PAP 1 et le PAP 2, nous voyons que dans le PAP 1, l'État du Sénégal est allé vers le groupe consultatif de Paris pour lever 1800 milliards. Dans le PAP 2, il voulait lever 2800 milliards de francs CFA. Là, le nouveau régime n'ira pas au groupe consultatif de Paris parce qu'ils veulent financer le projet à travers les ressources de l'État, mais aussi à travers la contribution du secteur privé. Donc c'est une excellente orientation pour montrer cette volonté de souveraineté. En matière d'inflation, de taux de croissance et de création d'emplois, l'économiste veut un État un peu plus ambitieux au regard des enjeux. Parce que un taux de croissance de 6,5% d'ici 2050, c'est peu pour un pays dont l'inflation est entre 1,5 et 2%, avec un taux démographique de 2 à 3,7%. Et vouloir un taux de croissance de 6,5%, c'est pas très ambitieux à mon avis. Si aussi on veut créer d'ici 2050 700 000 emplois chaque année, alors que chaque année ici au Sénégal, 350 000 jeunes investissent le marché de l'emploi sur 25 ans, cela va faire environ 7 millions à 7,5 millions d'emplois. C'est dire qu'on va juste créer 10% d'emplois. C'est dire que 10% d'emplois à créer d'ici 25 ans. Je pense qu'on pourrait être plus ambitieux que ça. 25 ans. Donc, l'ol desne ambition. Une bonne orientation et une approche innovante pour trouver 18 000 milliards et financer l'économie. Mais rappelle Abdoulaye Seck, le Sénégal est dans le rouge en ce qui concerne la dette et les services de cette même dette restent encore assez élevés. Mais aussi, ça pose un débat. Le débat qui est posé, c'est que est-ce efficace pour le Sénégal d'endosser 12 800 milliards d'ici 2029, connaissant les contraintes auxquelles nous sommes confrontés? Déjà, 12 800 milliards, c'est le quadruple de ce qui était attendu de la contribution du Sénégal dans le PAP 2, dans le plan d'action prioritaire numéro 2. Maintenant, 12 800 milliards aussi, pour l'analyser, nous allons voir la situation du Sénégal. Parce qu'eux-mêmes, ils ont déclaré que 54% de nos recettes sont affectées au paiement du service de la dette, qui est le remboursement annuel de la dette. Mais nous savons aussi qu'actuellement, il y a un débat sur les ratios d'endettement du Sénégal et tout. Donc le Sénégal qui est actuellement en quelque sorte dans le rouge en ce qui concerne les ratios orthodoxes et tout. Et aussi aux ratios communautaires. Mais comme vous le savez, dans le document pluriannuel 2025-2027 aussi, donc le Sénégal va rembourser 8 125 milliards d'ici 2027. 8 125 milliards en termes de service de la dette, de remboursement annuel de la dette. Est-ce que nous pourrons honorer cet engagement donc de mobiliser 12 800 milliards d'ici 2029? Maintenant, l'État doit trouver d'autres solutions, surtout en matière monétaire, dans la zone UEMOA pour espérer avoir assez de liquidités et assurer ses engagements. Dans l'actualité également, le sit-in, le rassemblement de protestation des travailleurs de la Poste, ils réclament plusieurs arriérés de moins de salaire. Ibrahim Assar est le secrétaire général avec Mamadou Fall. On est dans une situation où aujourd'hui la dignité des postiers est piétinée. Leur fierté d'appartenance à la Poste s'est effritée. Mais on touche aujourd'hui à la sensibilité de nos enfants. Parce que les enfants sont vulnérables. Depuis l'ouverture des classes, des postiers n'ont pas la possibilité de faire inscrire leurs enfants. Cela est dramatique en termes sociaux. Mais les postiers ont été toujours résilients. Pourquoi cette situation? Parce qu'il y a des difficultés financières que traverse la Poste et qui sont la résultante d'une malgouvernance décriée par les postiers depuis très longtemps. Mais
qu'est-ce qu'on a remarqué aujourd'hui? Il y a des fonctionnaires dans les allées du ministère des Finances qui aujourd'hui regardent les dossiers du haut avec mépris et procèdent à des arbitrages qui ne tiennent pas compte des difficultés que traverse la Poste. Pourtant, certains de ces fonctionnaires étaient là au moment où les travailleurs de la Poste alertaient et dénonçaient le carnage financier dont il a fait. La banque Ecobank a lancé ce mercredi à Dakar la première édition des rencontres d'échange et de collaboration destinées à renforcer la compétitivité des PME et entreprises locales à travers des formations, du réseautage et des ressources adaptées. Cette initiative vise à accompagner ces entreprises dans la conquête de nouvelles opportunités. Piramdour. Sa volonté de dynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, Ecobank a lancé la première édition des rencontres de l'Emerald Business Club à Dakar. Ce club d'affaires se présente comme un véritable écosystème de collaboration offrant aux entreprises locales et aux PME des ressources précieuses, des formations sur mesure et des opportunités de réseautage. À travers cette initiative, Ecobank ambitionne de renforcer la compétitivité de ces entreprises en les aidant à surmonter les défis du marché et à saisir de nouvelles opportunités de croissance. Nous avons décidé de relancer cette initiative en faveur des PME qui sont certes toutes petites aujourd'hui, mais que nous rêvons de voir demain agir en championne sur le plan local, mais championne sur le plan africain et pourquoi pas devenir des multinationales. Donc nous ambitionnons véritablement de constituer ce vivier-là de PME que nous allons accompagner sur la durée, dont nous allons suivre le parcours, aussi bien en termes d'accompagnement financier que d'accompagnement non financier, pour nous assurer qu'ils grandissent en toute sérénité et que l'objectif de créer de véritables champions locaux puisse être effectif. Le thème de cette rencontre, la gouvernance, un levier de croissance pour les entreprises, a mis en lumière l'importance d'une gestion efficace et transparente pour attirer les investisseurs et garantir une croissance durable. Un des points que nous avons traités aujourd'hui, c'est la bonne gouvernance. Et cette bonne gouvernance-là a été élaborée sous plusieurs aspects. D'abord, bien comprendre c'est quoi un conseil d'administration, à quoi ça sert, quelles sont les bonnes règles qui régissent le fonctionnement de ce conseil d'administration. Insister aussi sur la notion d'administrateur indépendant pour les amener un peu à ouvrir leur conseil d'administration à des spécialistes qui peuvent leur apporter de la valeur ajoutée. Travailler également sur cette notion de gouvernance familiale parce que c'est important. Pour la plupart, ce sont des sociétés familiales et pouvoir allier le fonctionnement également dans l'entreprise et tenir compte de l'alignement de la vision au niveau familial, c'est important. Tenir compte aussi du fait qu'au niveau des PME, c'est nécessaire vraiment d'inclure cette notion de reporting. On ne peut pas travailler dans un conseil d'administration sans des documents qui sont bien élaborés, sans des éléments qui sont bien analysés, mais surtout ça permet également à la banque de pouvoir prendre des décisions de manière éclairée et voire même d'accompagner l'entreprise à ajuster certaines décisions. Donc on a parlé de la notion également de conseil qui est très très important, sachant que le promoteur qui en général est l'actionnaire majoritaire ne peut pas se déclarer expert en tout, donc doit pouvoir s'appuyer sur des experts et le club Emerald est là pour pouvoir les orienter et les accompagner dans ce sens-là. En lançant l'Emerald Business Club, Ecobank réaffirme son engagement à soutenir les entreprises africaines en leur ouvrant les portes de nouvelles opportunités pour prospérer tant au niveau régional qu'international. En sport, la Ligue 1 et la Ligue 2 sénégalaise saison 2024-2025 débutent ce samedi. Organisatrice de ces championnats, la Ligue sénégalaise de football annonce quelques mesures pour cette saison, comme la monétisation et la délocalisation des matchs selon les vice-présidents. À partir de ce week-end, nous devions déjà annoncer il y a un mois qu'il est formellement interdit à des tiers de diffuser les matchs de la Ligue professionnelle, y compris les clubs. Les droits de télévision ont été entièrement récupérés par la Ligue professionnelle qui gère tous ces matchs, diffusés ou pas diffusés. Personne n'a le droit de le faire. Donc maintenant, c'est des droits qui appartiennent à la Ligue. Donc la communication était très claire à ce niveau. Aucun privé n'est autorisé à diffuser des matchs. Nonobstant, bien sûr,
l'information. Le droit à l'information, ça n'a rien à voir. Chacun peut venir filmer après avoir été accrédité par la Ligue, prendre 2-3 minutes pour faire son journal télévisé, faire son commentaire. On continue à ce niveau. La Ligue professionnelle a pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la possibilité systématique et immédiate de délocaliser tous les matchs qui prêtent à intention de violence, à des questions de risque sécuritaire majeur ou à des questions de risque organisationnel majeur. Et pour ces questions-là, la Ligue professionnelle a modifié ses règlements pour repréciser cette prérogative. Et après avoir partagé avec les clubs, je pense qu'aujourd'hui, chaque club va prendre les dispositions pour sécuriser son espace de jeu. Parlons de sport automobile. Malik One chez les seniors, Ethan Lopez chez les juniors sont sortis vainqueurs à la première journée de la saison motocross sur le circuit Lac Rose. Une reprise occasion pour Awa John, vice-présidente de la fédération, de revenir sur le programme de la saison. La voici avec Cher Sadibou Diarra. Nous sommes à la première course qui lance le championnat, c'est la première édition. Voilà, au Lac Rose, d'autres courses se font à Sémicotane, c'est les circuits terre, et voilà, c'est tout. Ça aussi entre les circuits sable et les circuits terre. Il y a plusieurs catégories. On a la catégorie minime, c'est les petits qui commencent vers 4-5 ans et ça va jusqu'à 10 ans, 12 ans. Après on a une catégorie junior avec des motos un peu plus puissantes à 85 cm3. Et après, la catégorie open. Voilà, on se débrouille comme on peut pour faire vivre les sports mécaniques, autant en auto, moto. Et c'est la moto pour l'instant qui marche le mieux. Mais on se débrouille gourgourlou comme on peut. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec Papa Abdoulaye Der. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.